Aujourd'hui, le Grenier Jeanne-Teny a le plaisir de recevoir Arnaud Delcorte pour ses recueils Troubles et lentes dérives de sa lumière, parus aux éditions L'Unicité en 2021 et L'Arbre à Parole en 2022. Un entretien mené pour vous par la mystérieuse Lysteria Wallner, accompagnée de l'auteur aux lectures. C'est donc un poète de haute manière et tout à fait étonnant que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en la personne d'Arnaud Delcorte. L'homme a un métier extrêmement sérieux, puisqu'il est professeur des universités en physique, avec des domaines de recherche que j'avoue ne pas avoir vraiment compris, mais qui m'ont paru cependant fort stimulants. Mais l'aridité du physicien cache en vérité la vocation de l'homme, celle d'un poète d'une grande maîtrise, au goût éclectique et érudit, et à l'écriture soignée et tout à fait singulière. Alors Arnaud Delcorte, bonjour et bienvenue au Grenier. Bonjour, bonjour, merci, c'est un honneur pour moi d'être ici. Pour débuter cet entretien, qui portera donc sur tes deux derniers recueils, Troubles, qui est paru aux éditions de l'Unicité en 2021, et Lentes dérives de sa lumière, qui est paru cette année en mars dernier, sauf erreur de ma part, à l'Arbre à Parole. Pour débuter cet entretien, je voudrais permettre... Excellente initiative, j'applaudis, on coupera au montage. Je voudrais permettre tout d'abord à tout un chacun, et surtout à ceux qui ne suivent pas de manière habituelle l'actualité littéraire et poétique de notre pays, de te situer. Voudrais-tu nous détailler un peu ton parcours et ce qui te semble pertinent de connaître ou de retenir de ta vie pour mieux appréhender ton œuvre? Ensuite, je te proposerai que nous lisions les 4 paragraphes dont je t'ai parlé, tirés du premier poème de Troubles, Tchétchénie. Ok, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, c'est un vrai plaisir d'être ici et je vous remercie d'être venu. Alors, en ce qui me concerne, donc peut-être que quelques petits éléments biographiques, comme tu me le demandais. Je suis né en 1970, donc ça fait déjà quelques années, dans le Hainaut, à Fontaine-l'Évêque, donc près de Charleroi, au Pays Noir. Après quoi, on a déménagé vers Beaumont, qui est une région beaucoup plus accueillante, et ma mère travaillait à la maison, enfin, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de nous en réalité, tandis que mon père, lui, était marin. Et donc ça, c'est un élément quand même important dans ma biographie et par rapport à l'écriture aussi, parce que dès tout petit, j'ai commencé à avoir l'occasion de voyager avec lui, par exemple durant les vacances scolaires, etc. Donc je suis allé en Amérique du Sud, je suis allé en Côte d'Ivoire à 6 ans, et puis dans la Méditerranée, un peu partout comme ça. Et donc, il y a cet élément de voyage qui s'est vraiment immiscé dans ma vie et une chose que je n'ai plus arrêté de faire depuis. C'est-à-dire que maintenant, grâce à mon boulot ou pour des motivations personnelles, je voyage aussi régulièrement que possible. Et ces 2 dernières années ont d'ailleurs été très difficiles pour moi à ce niveau-là, parce que ça a dû rompre avec mes habitudes. Donc ça, c'est pour ce qui est de la jeunesse. Après, bon, passons un peu quelques années, j'ai été faire mes études supérieures à Louvain-la-Neuve. Et là, comme j'étais en secondaire fort intéressé à la fois par les sciences, mais aussi par la littérature, j'avais de grandes hésitations avant d'entamer le cursus des études supérieures universitaires. Et alors là, ma famille, qui n'est pas particulièrement littéraire, et mes parents m'ont dit « Mais écoute, fais ingénieur, c'est quand même mieux pour ta carrière, il y a plus de débouchés, tu gagneras mieux ta vie. » Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, mais ça ne m'a pas empêché de commencer à aller plus vers la littérature. Je n'avais pas encore vraiment écrit à cet âge-là, mais c'est le moment à l'université où j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes, premiers textes, etc. Et après, un très long temps s'est passé avant que je ne publie, puisque j'ai été pris un peu par ma carrière du doctorat, le post-doctorat aux États-Unis, le retour, essayer de trouver une position académique, ce qui n'est pas toujours évident à l'heure actuelle, et je crois que ce n'était pas facile avant non plus.
Et j'ai commencé à publier à la suite de rencontres et de petites publications sur Internet à l'époque, pas encore les réseaux sociaux. Le contact avec des Mauriciens qui avaient une revue qui s'appelait Point Barre à l'île Maurice, donc Marty Moll, Catherine Boudet, des gens que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont des poètes et poétesses bien connus là-bas. À Leclésio, oui, là je ne le connais pas personnellement, malheureusement, mais évidemment un grand nom de la littérature mondiale, puisqu'il a eu le Nobel, lui. Et j'ai commencé à publier comme ça dans des revues, et puis assez rapidement, j'ai rencontré un éditeur qui était Le Chasseur Abstrait, un petit éditeur du sud de la France qui a publié mon premier recueil de poésie, mais j'avais déjà, je crois, 39 ans, hein, donc j'avais eu le temps de laisser décanter un peu les choses. J'avais écrit beaucoup de poésie à ce moment-là, mais j'ai fait évidemment un tri pour cette première publication, et puis ça s'est enchaîné de fil en aiguille. J'en ai publié, je crois maintenant, une petite douzaine, 10, 12, comme ça. Et voilà où j'en suis actuellement, avec des fortunes diverses, bien entendu, mais aussi beaucoup. Alors ce qui est extraordinaire, c'est les rencontres qu'on fait et l'évolution, l'apprentissage. Parce que finalement, au même titre que mon travail scientifique, c'est une recherche dont il s'agit. Alors, Trouble est un recueil dont on va parler qui traite essentiellement de la question de l'identité. Dans ce recueil, il y a un premier poème qui s'appelle Tchétchénia, et dans lequel un vers revient, et on va lire les paragraphes dans lesquels ils reviennent, qui est « Mon nom est Delcorte ». Je vais, si tu veux bien, lire ceux qui sont repris aux pages 13 et 15, et toi tu reprendras les suivants. Okay. Mon nom est Delcorte. Corps tendu dans la nuit. Body language. Nice smile, baby. On ne trompe personne. Only you know, scented and dry. On se trompe énormément. On se ment. Mon nom est Delcorte. Et je suis né là, au creux de toi, au cri de moi. Et je vis là, au cœur de nous. Try me, have me, suck me, in dreamlike reality. Oui, on se croit infini, et sans autre faiblesse, we are dimensionless, sleepless, helpless, futureless, queer and camp. Mon nom est Delcorte, et dans les camps de Tchétchénie, des hommes comme moi croupissent, des rots, hell yeah. L'enfer dépucelé pour film de série B. You could laugh or you could cry. Some have died, some will live. But nothing, non, rien, ne nous dira jamais qui nous devons être, qui nous sommes. Nothing will stop us, scare us, silence us. Toi l'autre, toi là-bas, oui toi, look at me. Je connais mon nom, il est espagnol, il est français, mais il ne dit rien de moi. Carnage sur les champs de bataille où la foudre sévit. Avertissement des dieux, à qui veut y croire. No song, no word, just a faint remembrance of you. My name is neither French nor Spanish. A cloud or a reflection of the moon. Oui, toi, regarde ça. Concentration camps in Tchétchenia. Du sang dans nos larmes, du sel sur nos plaies. Et tes organes en moi, me faisant moi. Mon nom est Delcorte, et quoi que vous en pensiez, à la fois, je vous aime et me condamne. Avec Tchétchénia, dont on vient de lire des extraits, tu abordes évidemment le sujet des camps de concentration existants dans ce pays, pour, m'oblige à dire la langue française, alors qu'on devrait dire contre, les homosexuels. Veux-tu nous dire et nous expliquer pourquoi tu as débuté ce texte par ce véritable trouble langue, ou trouble en langue, rédigé en franglais comme on vient de l'entendre?
Oui, donc bon, ce texte-là, peut-être je peux revenir un tout petit peu en arrière sur le recueil dans son ensemble, hein, puisque c'est un recueil dont le titre est Trouble. Et dans le trouble, il y a une polysémie, il y a évidemment le trouble, la confusion, qui peut aller, par exemple, même jusqu'à la guerre, on le sait de nos jours, avec ce qui se passe en Ukraine. Mais dans le trouble, à côté de ce désordre, cette confusion, il y a aussi la possibilité d'une illumination, puisque le trouble, il y a aussi le trouble amoureux, voire le trouble mystique. Et donc, ce recueil, finalement, ce mot me semblait bien embrasser l'ensemble de ce que je voulais mettre dans ce recueil. Et ce sont généralement des textes engagés et des textes assez sombres pour la plupart. Et d'ailleurs, la couverture est noire. C'est le premier recueil que je fais avec une couverture noire. Parce que voilà, j'ai accumulé au fil des années des textes comme ça qui étaient peut-être parfois un peu désespérés ou un peu en colère ou des choses comme ça. Et j'ai pensé à un moment donné les rassembler. Comme vous voyez, ça n'en fait qu'1 sur 10, donc ça veut dire que je n'écris pas tous les jours des textes désespérés, heureusement. Mais là, je les ai réunis. Mais je voulais quand même garder cette possibilité d'espoir. Et donc, le trouble et le trouble amoureux, c'est quand même quelque chose qui me touche beaucoup et sur lequel j'ai beaucoup discouru dans d'autres livres ou écrits. Et voilà, donc je voulais inclure cette possibilité-là aussi. Et que finalement, le trouble et le chaos de notre monde, c'est peut-être aussi ce qui permet à quelque chose d'autre de germer, et quelque chose qui va peut-être éclore après. Et donc, je suis quelqu'un qui est résolument optimiste. Comme ça. Et voilà, c'est ce que je voulais finalement laisser comme dernière impression avec ce texte. Mais c'est clair que les camps de concentration en Tchétchénie pour les homosexuels, bien, c'est quelque chose qui existe. Bon, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, disons, des horreurs que compte notre monde. On en a eu encore beaucoup d'autres exemples depuis, et il y en aura encore à venir, il y en a du passé, et c'est à se demander quand même si un jour la nature humaine va être capable d'évoluer au-delà de cela. Comme je vous disais, je reste optimiste, mais enfin on ne va pas en débattre ici. La poésie pose des questions, elle n'y répond pas. Dis-moi, tu as placé ce recueil sous l'égide du peintre allemand Paul Klee et de l'évangile attribué à saint Thomas. Pourquoi est-ce que tu as placé ces deux personnages en exergue de ton recueil? Alors, bon, la première chose à dire, c'est que je suis vraiment un admirateur de Paul Klee et aussi de Kandinsky, des autres, du Blow-Hater, de tout ce mouvement, de Franz Marc, etc. J'ai trouvé un peu par hasard des citations qui mentionnaient toutes deux le mot trouble. Et comme tu l'as vu sans doute dans ces deux citations-là, trouble dans son acception plutôt positive et optimiste, qui est ce que je voulais laisser comme impression à la fin du livre, ou en tout cas c'est l'espoir. L'espoir que moi j'ai, c'est que le trouble mène à cela. Voilà pourquoi j'ai choisi ces deux-là. Alors saint Thomas, c'est peut-être l'apôtre qui me ressemble le plus, parce qu'en plus je suis scientifique, donc je dois pratiquer le doute, même si j'ai fait mes études à l'UC Louvain, comme on dit aujourd'hui, et pas à l'ULB. Le doute méthodique, la méthode scientifique, c'est quelque chose qui me colle à la peau maintenant, évidemment, par des formations professionnelles. Donc voilà, de tous les apôtres, c'était sans doute le plus approprié. Alors, avec ce concept d'identité, je me suis demandé ce qui était trouble. Est-ce que c'est le concept en lui-même, ou est-ce que c'est l'identité réelle, rêvée, je ne sais pas, tu nous diras, qui est trouble, voire troublé? Moi, je dirais que c'est un peu les deux, parce que le concept d'identité, en réalité, n'est pas très clair. Si on regarde un dictionnaire, des définitions du mot identité, il y en a quelques-unes, et il y en a qui ne sont pas très parlantes. Identité, qui est identique, ou qui a un caractère identique, etc. Donc ce sont des définitions qui tournent en rond, mais avec quand même en tout cas dans la définition, une notion de permanence ou de durée, c'est-à-dire qu'on reste identique pendant un temps relativement long. Donc quand on a une identité, a priori, on n'en change pas si on suit la définition, alors qu'en réalité, donc voilà le concept, en réalité, je trouve que l'identité de l'homme, justement, elle est faite pour changer, évoluer. Alors il y a quelque chose
qui est peut-être le cœur ou la racine qui reste, mais l'humain, par définition, évolue. Donc finalement, on est un sablier qui s'écoule et on est des cendres qui s'envolent au vent et on doit être capable d'évoluer tout le temps. Et en fait, il n'y a pas un humain, je crois, qui ne change pas en grandissant, en vieillissant, en apprenant, en cherchant. Donc voilà, l'identité, c'est peut-être un mot un petit peu fourre-tout. Mais donc, pour clôturer sur cette idée d'identité, on est un construit de multiples influences, et c'est pas moi qui le dis, évidemment, et on peut se définir aussi bien par, en tout cas les éléments qui rentrent, ça peut être notre origine ethnique, ça peut être notre orientation sexuelle, etc. Et c'est un construit complexe, nos racines évidemment familiales et autres, mais qui est aussi en constante évolution. Et donc, je pense que c'est quelque chose pour lequel il est vraiment important aujourd'hui de se questionner. Et même si c'est quelque chose qui est mal défini, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument approfondir et chacun doit le questionner aujourd'hui parce qu'on est dans un monde en constante évolution où on voit que les identités, enfin ce qu'on appellerait les identités, causent des conflits, des problèmes. Le trouble est composé de 9 parties, de 9 chants. Ai-je dit, je ne sais pas si tu serais d'accord avec ce mot d'ailleurs, intitulé successivement Tchétchénie, Prière dans la nuit, Memoriam Méditerranéen, Appel d'air, La couronne, Soft Requiem, L'homme qui marche, Dans la clameur et Ithaque. Pourquoi as-tu pensé à cette organisation du recueil? Ah, excellente question. Tout d'abord, j'ai commencé par l'identité avec Tchétchenia. Enfin, en tout cas, c'est pour moi une porte vers quelque chose concernant l'identité. Et puis, je termine aussi dans Ithaque, finalement, le retour à Ithaque, et aussi qui questionne quand même l'identité dans le cas du poème que j'ai fait. J'ai mis d'ailleurs à l'entrée une petite phrase de Constantin Cavafy de son beau texte Ithaque, enfin son magnifique texte Ithaque. J'aimerais avoir fait un texte qui soit aussi important que celui-là, mais bon, soit. Et pourquoi je l'ai organisé comme ça? C'est venu assez naturellement, et j'ai peut-être passé en revue en quelque sorte les 7 plaies d'Égypte une par une, mais ces textes se sont organisés d'eux-mêmes de cette manière-là. Alors la partie prière dans la nuit, donc qui est la deuxième partie du recueil, ça ce sont tous des textes que j'ai écrits la nuit, ce que je ne fais naturellement pas. En fait, j'écris toujours le jour, le matin de préférence, et jamais la nuit. Alors là, je me suis forcé à écrire la nuit, et c'est des textes qui sont venus en 2016 après les événements de Bruxelles, donc les actes terroristes qui ont eu lieu dans le métro et à l'aéroport. Et j'ai essayé, c'est un peu bizarre, mais j'ai essayé de me mettre dans la tête d'un terroriste et dans ces 10 textes-là, de conjuguer un peu la pulsion de mort avec la pulsion d'amour. Donc c'est très borderline et ça fait des textes un peu particuliers, mais bon voilà, j'ai fait cet essai-là, je ne sais pas si ça fonctionne. Et puis après, je passe aux migrants, etc. Je te rassure, ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien. N'aie pas d'inquiétude à ce sujet-là. Je reviens une seconde sur le fait que le premier texte est composé en français et en anglois. Oui, c'est des gens que j'aime pas, donc je dis... Tu le parles pourtant excessivement bien. Je voulais revenir à ce que je te demandais tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi commencer un recueil qui parle d'identité par une langue qui est elle-même troublée, puisque assemblage de 2 langues. Je pense que ça permettait de renforcer mon propos, finalement, de dire que l'identité, c'est quelque chose de multiple et de complexe et de fragmentaire ou de fragmenté. Et utiliser les 2 langues, ça me permet d'atteindre ce but. J'ai déjà fait ça dans un recueil précédent qui avait un nom un peu barbare, Quantum Ja, où j'avais mis ensemble des concepts mythiques, des choses de la vie actuelle, différentes langues, et c'est un peu l'esprit de la tour de Babel. Et quand on parle d'identité, finalement,
on peut aussi retourner à ce genre de références et la multiplicité des langues, des identités. Et finalement, nous, même si on ne parle pas plusieurs langues, on est quand même constitué, une langue même est constituée de tous ces apports des différentes cultures. Quand on voit le français, ou l'anglais aussi d'ailleurs, comme vous le disiez, l'anglais a repris beaucoup de mots au français aussi, etc. Donc même si on ne mélangeait pas les langues comme je l'ai fait un peu artificiellement, notre langue française est déjà très mélangée. Mais ici, je voulais renforcer ça. Ouais. Et cette idée de chaos finalement, duquel va émerger peut-être quelque chose. Alors, on quitte tout doucement la Tchétchénie et on continue à voyager. Et tu nous as dit combien dans ta vie le voyage était important. Et on est emporté sur la route des migrants où on va croiser successivement les horreurs de Daesh, tandis qu'en Occident, semble-t-il, nous déchargeons notre ennui au fond de troubles nuits. Je vais donner lecture de ces textes et puis tu nous donneras ton sentiment sur ce que je viens d'avancer. Est-elle aussi forte que la gravité, cette guerre intérieure qui ronge, qui gangrène le nous, est-elle irrémédiablement implantée, cancer ou virus, est-elle innée au cœur de l'homme, segment d'ADN imprimé dans nos cellules, les mains coupées, les têtes coupées, corps excoriés, la perpétuation du chaos. Est-elle précepte universel, axiome, source unique d'avenir? Est-elle aussi claire que l'eau dans ton regard, aussi nécessaire que l'air et la lumière? La nuit, je descends dans la rue, noir, noir des hommes salaces le trottoir au soleil dur des néons, triste âme réincarnée en forme oblongue de phallus, totem. Ah ouais, totem. Devant les poupées russes, dénudées de vitrines, une enseigne ouverte teintée, caméra obscura, avec dans l'ombre ultraviolette un orifice pour échange négociable d'organes. Oh, je me prête au jeu. Dans un manège tournoyant de lèvres, je décharge l'ennui. Ma tête vide. Merci. Bien, donc ça sont des textes de ces 10 prières dans la nuit, hein, dont je parlais avant et dont j'essaie d'expliquer un tout petit peu la genèse. Mais je suis très intéressé dans mon écriture et dans la vie aussi par ces milieux interlopes, par ces milieux de la nuit, etc., où plein de choses se passent et qui sont loin peut-être de mon éducation, vu que je viens de la campagne en gros. Et bon, je ne suis pas quelqu'un de citadin à la base, et lorsque j'ai découvert la ville à l'âge de, je sais pas, 20 ans, après mes études à Louvain-la-Neuve, peut-être New York, tout ça, j'ai découvert des choses qui m'ont vraiment très fort intéressé, et bon, ça revient quand même assez régulièrement dans mes poèmes, et c'est là on peut se poser aussi beaucoup de questions sur la condition humaine lorsqu'on est confronté à cette vie de l'ombre aussi, et du désir, aussi du désir monnayé, par exemple, etc. Mais ce texte, le dernier que tu as lu, s'intégrait donc à cette série de 10 textes. Bon, c'est peut-être pas celui qui donne le plus le ton de l'ensemble des 10, mais voilà, ça fait partie. Pour préciser encore un petit peu plus, dans mon idée, ces 10 textes-là, je me suis imaginé quelqu'un, par exemple, de Daesh ou lié à Daesh, venant du Moyen-Orient dans nos grandes villes, et bon, avec une mission, vraisemblablement. Et puis je me suis dit, mais voilà, il vit ici, qu'est-ce qui lui passe par la tête, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il fait, etc. Bon,
Voilà, c'était le prétexte un peu. Merci pour ces précisions. Tu t'intéresses pas seulement au sort des migrants et sur la façon dont tu as jugé que ces trois thèmes, à savoir le climat, la pandémie, Haïti, étaient en lien ou traversaient la question de l'identité. Oui, alors ça va être difficile de ne pas être trop long ou trop enthousiaste à propos d'Haïti, parce que j'ai eu l'occasion justement au début, quand j'ai commencé à publier, de connaître pas mal de Haïtiens, et un des premiers était James Noel, relativement jeune poète, il n'est plus si jeune que ça aujourd'hui, mais qui a un peu explosé, explosé dans le bon sens du terme, il y a 10 ou 15 ans, qui a créé une revue qui est superbe, Tranquillité, à laquelle j'ai été mêlé à peu près dès le début. Et de fil en aiguille, à travers lui et d'autres Haïtiens, j'en ai rencontré de plus en plus, dont le poète Télisson Aurélien, que je mentionne aussi, mais on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'autre livre, si on a encore un peu de temps. Eh bien, ces Haïtiens m'ont fait découvrir tout d'abord leur pays, leur culture, etc. Et aussi une manière de vivre dans des conditions qui sont complètement différentes des miennes. J'avais déjà voyagé en Afrique, mais en 2017, comme j'ai fait un livre avec un peintre haïtien, j'ai ici, voilà, celui-ci, avec Sébastien Jean, qui est peintre haïtien et qui est malheureusement décédé à 40 ans, il y a quelques années, 2 ans je crois. J'avais fait ce livre avec des peintures de Sébastien Jean, qui est un artiste dont le travail m'a vraiment frappé, très expressionniste comme ça, moderne mais expressionniste. Et j'ai eu cette occasion, et c'est un éditeur haïtien qui nous a publié. Et de ce fait, j'ai été invité en Haïti en 2017 pour présenter le livre à un festival. Et c'était ma première vraie découverte d'Haïti, même si avant j'avais connu beaucoup d'écrivains haïtiens et quelques artistes. Et quand je suis arrivé là, évidemment, ça a été le choc. Et puis, c'était dans le cadre d'un festival. Mon éditeur s'est occupé de moi. Il m'a fait découvrir Port-au-Prince, qui est la capitale, mais aussi il m'a fait voyager un petit peu dans le pays. On a été faire des lectures aux Alliances françaises, à gauche et à droite. C'était magnifique, c'était vraiment superbe. Et tout ça avec rien, avec des bouts de ficelle, avec très peu d'argent, avec une motivation, un enthousiasme extraordinaire qui est difficile de trouver chez nous. On a plutôt souvent l'inverse, beaucoup de moyens et peut-être moins d'enthousiasme. Et puis une créativité extraordinaire, que ce soit au niveau des arts plastiques, mais surtout de la littérature en ce moment. D'ailleurs, comme vous le mentionnez, Dany Laferrière qui est maintenant à l'Académie française, au niveau des romanciers. Mais dans la poésie, pardon ? Il est génial. Oui, il est génial, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y a une relève dans la jeune génération aussi. Un grand maintenant, à mon avis, dans la littérature et le roman, c'est Mackenzie Orsel, qui a publié quelques gros livres déjà et qui continue. Donc, à mon avis, il est parti pour la gloire. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et dans la poésie, James Noel, etc. Mais il n'est évidemment pas le seul. Et voilà, j'ai gardé ce contact avec les Haïtiens. Et quand ils viennent à Bruxelles, je vais les voir, ou je vais à Paris quand ils sont là. Et j'espère retourner un jour en Haïti, mais c'est un peu compliqué et c'est pas toujours compatible non plus avec mon agenda professionnel, disons. Est-ce que tu nous donnerais lecture d'un extrait de L'Homme qui marche ? Ah oui, ok. Donc ça, L'Homme qui marche, c'est justement un texte que j'ai écrit en Haïti. Lorsque j'ai été invité, donc j'avais pas d'obligation d'écrire quoi que ce soit, mais j'avais écrit ça et on l'avait publié à ce moment-là sur un site haïtien. Donc c'est un poème assez long, je vais vous en lire qu'un extrait, la fin peut-être. Oui, ça s'appelle L'Homme qui marche et je l'ai dédié à Jean-Hérian Sanson, qui était mon éditeur et qui est toujours vivant bien entendu, pour ce livre-là. Et voilà. Donc, à chaque souffle, le monde s'enivre. Carrefour, Jacmel, Gonaïve, Port-Salut. Qui es-tu, Haïti, pour qu'il t'aime tant ? Je te vois, île de grands tremblements et de fatales plastiques, d'envahissantes saletés et de bleus. Les bleus les plus doux, les bleus les plus purs, des bleus à rendre fou ou poète. Ça doit être cela, ces bleus qui font tourner la tête et l'âme, dans un Yanvalou halluciné. Ou danser, ou danser. À chaque souffle s'ouvre le monde. Inspiration, expiration. Sur les routes, à fleur de roc, entre les motos, les tap-tap,
les gloires au Christ notre Sauveur, les dieux qui décident, les délivrances. Dans la ville en perpétuel déséquilibre, marchent les morveux, marchent les dévotes, marchent les forts en gueule, marchent les vieux clous, marchent les courtisanes et les gigolos. Haïti, Haïti, monde saoulé, sanglé au souffle de l'homme qui marche. Voilà. Merci. Juste pour l'explication, les gloires au Christ notre Sauveur, les dieux qui décident, en fait, sur les petits bus communautaires en Haïti, qui sont tous peints, il y a toujours des inscriptions comme ça, faisant référence à la religion. Tu finis, en tout cas, trouble par un chant dénommé Ithaque, le fameux royaume d'Ulysse. Tu débutes ce texte, Ithaque, par une allusion au tétragramme, ce fameux nom de Dieu que je ne prononcerai pas, dont si l'on suit certains herméneutes ou interprètes, la principale caractéristique est précisément de ne pas être un nom. C'est ce qu'enseignait notamment Martin Buber, le philosophe juif, qui disait, grosso modo, Dieu n'a pas répondu à Moïse sur le Sinaï. Il lui a dit, ça ne te regarde pas, je suis ce que je serai. Cela m'a évidemment ramené à ce que nous disions au début d'interview, à savoir, mon nom est Delcorte. Alors, je voudrais savoir, finalement, Arnaud Delcorte, c'est un sans-nom ou bien c'est le nom de tous? Mais je vais te répondre de manière un peu sibylline. Je pense que nous sommes tous sans nom. Et que nous devons remplir notre nom de sens, mais que c'est à nous de le faire. Voilà. Très bonne conclusion. On quitte donc les routes de l'identité, ou peut-être pas tant que ça d'ailleurs, pour poursuivre avec ton deuxième recueil, publié cette année. C'était à l'Arbre à Parole, si ma mémoire est exacte et ne me trahit pas encore. Et ce recueil s'appelle « Lente dérive de sa lumière ». Alors, voilà. Je le dis d'emblée, on a affaire à tout autre chose ici. C'est pas du tout le même style, ni dans la forme de l'écriture, avec des textes qui sont plutôt extrêmement courts ici, très ramassés, que sur le fond, puisque c'est un recueil qui est dédié à un amour particulier que nous ne dévoilerons pas, et qui parle en effet d'amour. Un recueil que tu as organisé selon les 4 saisons, avec un automne haïtien que tu as placé sous l'égide du poète Télisson Arélien, un hiver japonais que tu as placé sous celle du poète Kasugi Isho, un contemporain de Basho, un printemps mauricien avec Ananda Devi, qui est une romancière de ce pays, et un été congolais avec Chikaya Utamsi. Me dirais-tu, et nous dirais-tu d'abord, ce qui pour toi rattache chaque saison à chacun de ces auteurs, du moins compte tenu de la visée qui est la tienne dans ce recueil? Oui, alors bon, il n'y a pas nécessairement un lien direct des auteurs aux saisons, peut-être un petit peu de leurs textes. D'abord, comme tu l'as mentionné, il y a une grande diversité de personnages, là, d'écrivains qui viennent un peu partout dans le monde, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, mais qui sont tous des écrivains que j'adore. Bon, Télisson Arélien est un jeune écrivain qui n'est pas très connu, hein, et qui a été publié dans l'anthologie des poètes haïtiens vivants. C'est un gars qui a maintenant une trentaine d'années, donc très jeune encore, qui vit au Canada, et il se fait que je l'ai connu et qu'on l'a un peu aidé à partir au Canada après le tremblement de terre. Mais c'est un poète, et ces vers-là, en tout cas, qu'il a écrits, m'ont touché beaucoup lorsqu'il les a écrits, et je me suis toujours dit, un jour, je vais les utiliser. Et donc là, je les ai utilisés. Il parle de saison, mais c'est-à-dire qu'il y a un petit jeu dans ces épigraphes. Il y a
Bon, chaque fois, ça parle de saison. Et parfois, bon, les puristes me diraient, oui, mais ça, c'est très mal placé parce que tu as choisi pour l'hiver le poème d'Issot où il y a les chrysanthèmes, alors que le chrysanthème, c'est l'automne, normalement. Donc, on sait que les haïkus, c'est des poèmes qui sont liés aux saisons. Il y a un mot de saison dans les haïkus. Ceux-ci, ce ne sont pas des haïkus, mais j'ai joué un petit peu ce jeu de placer mon texte, disons, dans le cycle des saisons. Ce sont des textes que j'ai écrits sur 2 années dans des petits carnets. Je les ai regroupés sur une année, mais ça part normalement, enfin ça a commencé en automne 2018 et ça s'est terminé vers l'été 2020. Non, pardon, vers, oui, qu'est-ce qui suit? Non, l'hiver, ouais, enfin je sais plus, soit. Mais du coup, je voulais faire un recueil qui soit d'une part ancré finalement dans le monde extérieur, et puis à côté de ça, ou en filigrane ou derrière, ou c'est même pas en filigrane, ça apparaît clairement, ce sont les saisons d'un amour et un peu l'entomologie d'une relation amoureuse aussi, si on peut parler d'entomologie, une autre branche de la science que je connais guère. Et ça me semblait bien, et il y a quelque chose de très oriental dans ce bouquin-là, et ça c'est lié à mon admiration pour les poètes japonais surtout, mais aussi un peu chinois, et le fait que j'ai voyagé plusieurs fois au Japon, et que chaque fois que j'y retourne, je tombe plus amoureux du Japon que je ne l'étais la fois précédente. Évidemment, malheureusement, je ne lis pas le japonais, donc je dois le lire en traduction, comme la plupart d'entre nous, ce qui en perd certainement quelque chose. Mais il y a ça qui traverse ce recueil, effectivement. Et ça me semblait approprié de mélanger ça avec, enfin, ou de parler d'une relation amoureuse comme ça aussi, et de privilégier des textes courts. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça y répond. Entre les saisons, il y a toujours une respiration. Ouais. Qui revient dans ton recueil, où on a de larges blancs, de larges espacements, qui en réalité sont aussi importants que les textes. Ton préfacier, le poète et designer Nathaniel Molamba, le souligne en disant que le poème s'infuse parmi les silences. Je voudrais peut-être, avant que tu nous répondes, vous lire 2 textes des pages 96 et 103 qui traitent de cela. Bientôt le départ. Le tien, puis le mien. Trajectoire qui s'entortille, puis se délasse. Le nœud qui se défait, le renouerons-nous un jour? Que dire à présent? Mieux vaut se noyer dans le tourbillon de soi et de vent. Mieux vaut souffrir crânement le manque que refuser de nourrir en moi sa source. Non mais c'est dingue! Ce manque de l'aimer, ça nous cloue et ne nous lâche pas, de l'aube au crépuscule. Peine absente de la vie de ces turbots, de ces mouettes et autres limules qui sillonnent infatigablement les éléments. Eh bien, je peux peut-être commencer en parlant un peu de l'organisation du recueil, c'est-à-dire du fait qu'il y a beaucoup de blanc qui est laissé sur la page, et ce blanc qui vraiment sépare les textes, il y en a un au-dessus et en dessous, enfin, qui finalement me renvoie encore à la tradition orientale du haïku par exemple, où le silence avant, le silence après, c'est fort important aussi, et ça fait partie finalement du poème. Et puis, je vois effectivement, où tu l'as montré en tout cas, le lien avec l'amour, avec ce manque. Bon, finalement, l'amour, c'est quoi? En tout cas, l'amour, la relation, la passion charnelle et autres, c'est fait de beaucoup d'attentes, de beaucoup de manques, et l'instant intense, c'est finalement très bref. Et puis il y a la satisfaction qui est aussi de brève durée, et puis il y a des périodes d'attente, de manque. Je pense que c'est absolument indissociable, et en tout cas moi je le vis comme ça. Je pense que beaucoup de
gens le vivent comme ça dans leurs relations amoureuses, quand ce sont des relations passionnées, passionnelles. Et pourtant, on peut se dire que finalement, cette attente, c'est ça aussi, c'est l'amour. Et ce qui vient après, c'est aussi l'amour. Et quand on a connu ça, on peut finalement se mettre dans la tête que mais finalement, l'attente, ce n'est pas... voilà, ça fait partie du jeu. Et cette attente, on peut y trouver même un plaisir aussi à l'attente. Et construire dans l'attente, et dans l'attente de la fois suivante, quelque chose qui atteint son paroxysme au moment de la rencontre. Donc ce jeu un peu de montagne russe avec des sommets et des creux, mais le creux, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'inutile. Et je pense qu'une idée maîtresse derrière ce recueil, c'est que finalement l'amour charnel peut mener à l'amour spirituel, à quelque chose de plus grand. Et que dans la relation à l'autre, mais la relation vraiment charnelle, passionnelle, on peut trouver les germes d'autre chose. Et par exemple, oui, quand on est dans cet état second de plaisir qui mène à la volupté, je pense qu'on touche quelque chose, un peu au mystère de l'humain. Et pour moi, je vois le lien, mais je suis très influencé par des écrivains comme Rumi, le soufi, et clairement, eux faisaient un lien même. Enfin, c'était la main dans la main, l'amour charnel et l'amour spirituel, même si en principe on n'est pas censé interpréter ces poèmes comme des histoires charnelles, on voit très bien que c'est de ça qu'il s'agit. mais je crois que c'est pas antinomique, et je crois que, et à force, j'ai 50 ans maintenant, j'ai fait quelques expériences amoureuses, je pense que derrière il y a un soubassement, il y a quelque chose qui va, ça me permet de toucher un amour plus grand, qui est peut-être un amour plus universel aussi, mais qu'on peut y accéder par l'amour charnel ou par le fait de connaître un autre tellement bien, tellement profondément, et à mon avis on ne connaît personne autrement mieux qu'en faisant l'amour à une personne. Et moi je vois un lien entre les deux, et donc je pense qu'effectivement il y a un lien entre l'amour mystique et l'amour charnel, mais je crois savoir que tu n'es pas de cet avis. Non, c'était... Alors, je m'avance pas à ce sujet. Simplement, j'ai relevé quelques textes qui faisaient référence à la recherche de la paix ou de la sagesse. Et je me suis posé la question, je suis comme toi, un chercheur uniquement, je me suis posé la question de savoir si le fait d'être en recherche de paix ou de sagesse, c'était pas admettre qu'il n'y avait pas de mystique du sexe. Mais c'est une question, c'est pas une affirmation. Je me suis donc posé cette question, et je me suis posé aussi cette question par rapport à d'autres textes dont tu vas peut-être nous en lire un, qui traite plutôt du rapport à l'écriture. Et je me suis demandé si le fait que d'une part, il fallait admettre qu'il n'y avait pas de mystique du sexe, que l'amour, c'était une voie largement aporétique et solitaire, je me suis demandé si la seule façon de s'en sortir, c'était pas l'écriture. Est-ce que tu voudrais nous lire un des textes, page 45, 98 ou 115, à ton choix, et puis tu nous diras ce que tu en penses. À quoi répond l'écriture ? Monologue exilé des cordes, empreinte d'une vibration. Et puis le texte suivant. Calame sur le papier, l'œil à l'horizon, pied fermement ancré, souffle long. Tu libères enfin la pensée, tache d'encre ou bris de véhémence. Et ça, c'est un texte qui m'a été inspiré, à vrai dire, j'avais vu un documentaire sur Christian d'Autremont. Donc oui, je pense que c'est l'enjeu de la poésie et de l'écriture. De la poésie en particulier, c'est peut-être d'exprimer cet inexprimable. Alors est-ce que, le salut des âmes, je ne sais pas. Je ne sais pas si l'écriture peut donner le salut des âmes plus que l'amour ou qu'une autre activité humaine, mais... Alors, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Nous éclaires-tu sur tes prochains projets ? Oui, je peux dire quelques mots sur ce qui est en cours. Donc, il y a un roman qui est chez un éditeur et qui devrait être pour 2023 en principe. Voilà, mais je ne peux pas vraiment en dire plus à ce stade-ci. Et puis, j'ai aussi une grosse quantité
de poèmes très courts, des poèmes de 3 lignes que j'écris souvent en voyage, des trucs d'observation ou de réflexion, enfin des choses qui viennent comme ça, de nouveau dans des petits carnets, mais vraiment pas spécifiquement sur un amour ou sur une relation. Et j'en ai vraiment une grande quantité, donc j'aimerais bien en faire un recueil aussi. Je pense que là, il y a suffisamment de choix que pour faire quelque chose d'assez bien. Arnaud Delcorte, merci beaucoup et à très bientôt, je crois. Merci Baba, merci tout le monde, merci à vous d'être là. Merci. Et pour vous remercier de votre participation à ce ballet masque, Arnaud Delcorte, c'est un rôle qui ne devrait être pour vous une pierre de Ronsard. Et surtout, n'oubliez pas, à présent, c'est bas les masques.